Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission préférée, Idée. Aujourd'hui, Idée va parler de la formation, de l'employabilité et paix durable. De ce fait, notre invité est un président de l'association Paix durable en Afrique. C'est un professeur titulaire, M. Atafei Pewesi. M. Atafei Pewesi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Condor Bangana, c'est à moi de vous dire merci. Merci pour cette émission au cours de laquelle vous donnez l'occasion aux gens de jouer la partition dans la consolidation de la paix, dans la construction du vivre ensemble et surtout dans cet environnement où on a besoin de l'autre, l'autre a besoin de nous. Vous donnez l'occasion à chacun de jouer sa partition. Je remercie ceux-là qui m'ont précédé et qui constamment jouent aussi leur partition. Je remercie les téléspectateurs grâce à qui cette émission continue de faire bon chemin. Je vous remercie pour l'émission. Merci à Atafei Pewesi. Je le rappelle une fois encore, vous êtes un professeur titulaire à l'Université de Lomé. En dehors de cela, vous êtes le président africain de l'association Paix durable en tant que formateur et président d'une association qui œuvre pour la paix durable. Quelle relation peut-on avoir entre formation, employabilité et paix durable? Merci Condor Mangana pour ces questions qui ouvrent les bouches. Les formations, il y a les formateurs avant de parler des formations. Au fait, c'est pour dire que les formations jouent un rôle important puisque c'est à travers les formations qu'on développe les compétences. Une fois que les compétences sont au rendez-vous, on a beaucoup plus de chances d'avoir de l'emploi décent. Et les formateurs, à leur niveau, quand ils jouent bien leur partition, c'est qu'ils attirent l'attention des formés sur ce qui les attend dans la vie. Et c'est ça justement qui fait que, une fois que les formés sont bien entretenus, sont bien orientés, sont bien outillés, eux jouant leur partition en se focalisant sur des compétences et non sur des savoirs simples, tout cela concourt à l'employabilité aisée. Puisqu'il faut être compétent, il faut avoir des compétences avant de prétendre avoir un emploi. Une fois que l'emploi est là, il y a la sécurité. Sécurité alimentaire, sécurité psychique. Je veux dire sécurité dans le sens large du terme. Et c'est tout ça là qui a un autre nom, la paix. Et quand tout ça est permanent, c'est que la paix est durable. Oui, quand vous dites ceux qui jouent bien leur rôle, jouer bien son rôle, quand on parle de formateur, c'est faire allusion à quoi? Le formateur, c'est celui qui prend les individus, un groupe de personnes, à travers un processus où il les amène à apprendre en agissant. Il les apprend dans le processus à développer des compétences, à jouer des rôles, à mener des activités pour qu'ils construisent leur devenir à partir de ces compétences-là. Donc c'est celui-là, le formateur qui joue bien son rôle, c'est celui-là qui amène le formé ou celui-là qui est en apprentissage à comprendre qu'il n'est pas juste là pour être rempli de savoir. Il est là pour contribuer, il est là pour se forger, il est là pour développer lui-même les compétences en suivant les instructions que le formateur donne. En tout cas, être formé, c'est en quelque sorte de transformer sa nature vers l'objectif attendu. Dans ce processus-là, tout le monde n'est pas bon formateur, il faut le dire. S'il y avait bon formateur au départ, on ne devrait pas avoir des ateliers pour montrer aux gens comment il faut former les autres. Donc les formateurs des formateurs sont là pour corriger ce que les formateurs font de mal pour que le mal devienne bien. Et ce bien pour l'intérêt de ceux-là qu'on est en train de former. Voilà le contexte dans lequel on peut dire, on peut insister sur le fait qu'il faut être bon formateur. Bon formateur, c'est celui-là qui initie les autres, qui les amène à agir et non celui-là qui agit à leur place. Donc, dans ce processus, nous comprenons bien qu'on ne peut que parler de bon formateur dans le contexte parce que les compétences sont visées et je suis content quand on parle de APC.
Donc, tout ça, ce processus-là qui permet de mettre l'accent sur ce que l'on doit être capable de faire. Et j'aime bien le système américain qui insiste là-dessus. Ce n'est pas le diplôme qui parle, mais c'est les compétences qui doivent parler. Que savez-vous faire, monsieur? Que savez-vous faire, madame? Voilà, si vous le pouvez répondre à cette question, si vous pouvez prouver réellement que vous avez des connaissances, vous avez développé des compétences, là, vous êtes prêt. Et en ce moment-là, si vous n'avez pas d'emploi, on pourra vous appeler chômeur. Mais si vous n'avez aucune compétence et vous vous appelez chômeur, il y a abus de langage. Voilà. Dieu merci que vous êtes aussi un formateur et vous êtes le défenseur aussi de la paix durable sur notre continent. Ceci étant, lorsque le formateur est sur le terrain, il le fait par contrainte, il le fait par injonction ou bien il le fait par rapport à ses propres expériences. Merci. C'est comme vous aviez su qu'il y a un aspect qui manquait au rendez-vous. Un formateur, c'est celui-là, un bon formateur, c'est celui-là qui le fait par vocation. Il le fait par amour. Il ne le fait pas en regardant le salaire. Il ne le fait pas en regardant ce qu'on gagne ou ce qu'on ne gagne pas. Les mauvais formateurs, c'est ceux-là qui mettent leur intérêt personnel devant au lieu de travailler, puisqu'ils pensent que c'est là que nous avions entre-temps défini le concept de travail. Le travail a deux orientations, deux objectifs. On travaille pour apprendre, on travaille pour gagner, mais généralement, on oublie l'apprentissage. Les gens ne veulent pas qu'on dise qu'ils apprennent en travaillant et donc c'est déjà un gain, mais ils veulent tout simplement qu'on dise qu'ils doivent avoir le matériel comme récompense. Et c'est dans le contexte, il faut les deux. Celui-là qui est bon formateur, c'est celui-là qui le fait sans calcul, qui le fait parce qu'il est en train de semer pour demain. Et en semant, ce n'est pas certain que ce soit lui qui récolte demain, mais il le fait parce que lui aussi est venu trouver, lui aussi a bénéficié de ce sacrifice que les autres ont consenti avant lui. Monsieur Condor Mangana, je suis ici, c'est que j'ai été enseigné depuis le CP1 jusqu'à ce jour, sans oublier ma formation à la maison. Donc tout ce parcours-là, tous ces gens qui m'ont formé, qu'est-ce que je peux leur donner en retour comme récompense? Je ne peux pas payer le prix. Le prix que je peux payer, c'est de jouer aussi le même rôle pour les autres, pour que ce que j'ai reçu puisse aussi être transmis aux autres, que ce bénéfice continue dans le temps et dans l'espace. Oui, tel que expliqué, est-ce que le devenir de l'apprenant peut être un miroir pour le formateur pour voir ce qu'il a légué à l'apprenant, ce qu'il a légué à cet apprenant? Est-ce que ça lui permet de se prendre en charge dans la vie ou ne pas se prendre en charge? Oui, généralement, pour concevoir un programme, on dit il y a les objectifs, les métiers, l'employabilité, etc. Il faut toujours passer par là. C'est-à-dire planifier la société. Et en planifiant la société, voir quels sont les ingrédients possibles pour que la planification puisse aller à la réalisation. Dans le contexte, c'est que si nous sommes en train de jouer notre partition en tant qu'enseignants, nous le faisons si bien en veillant à ce que le devenir de l'apprenant soit la priorité. Il ne suffit pas de dire mon objectif c'est de faire ceci, c'est permettre à l'étudiant ou à l'apprenant d'avoir telle compétence, etc. Il faut aller loin. Et c'est en cela que j'aime le terme que vous avez utilisé, le savoir devenir. Il faut qu'une culture du savoir devenir soit assimilée par les formateurs pour qu'ils ne forment pas les gens comme ils les amenaient à l'abattoir, mais qu'ils essayent d'ajuster leur stratégie de formation, les outils de formation, les objectifs pour répondre aux besoins du moment en projetant aussi sur l'avenir. Puisque s'il faut juste fermer les yeux et se focaliser sur le présent, demain peut être gâté parce qu'en cherchant tout ce qu'on cherche pour aujourd'hui, on n'avait pas prévu. Alors que, justement, si ce n'est pas le cas, l'avenir et les autres qui n'étaient pas là, qui étaient innocents, pourquoi allons-nous leur préparer un monde déjà gâté? Voilà
dans ce contexte, il est clair que le savoir devenir est la boussole qu'il faut pour les apprenants, le savoir devenir. Boussole aussi pour les formateurs, je veux parler des enseignants et autres. Condor Bangra, on ne peut pas devenir ce que nous sommes devenus s'il n'y avait pas une culture de savoir devenir. C'est-à-dire les gens, à un niveau donné, ont préparé ce temps que nous vivons, ce profil qui nous permet de faire ce que nous faisons, pendant qu'ils ne savaient même pas s'ils allaient oui ou non vivre au moment où nous parlons. Donc le savoir devenir, c'est la boussole pour quiconque voudrait son avenir à lui en tant qu'apprenant, mais aussi celui-là qui voudrait que l'avenir des enfants, des générations présentes et futures ne soit pas hypothéqué. Il faut développer la culture du savoir devenir et que ce savoir devenir soit réel parce que nous sommes acteurs et donc nous sommes ceux-là qui réalisent tout ce qu'il faut mettre autour de ce savoir pour que chacun se sente mieux aujourd'hui en préparant un mieux encore pour demain. Oui, avant d'aborder le volet responsabilité de l'apprenant dans l'acquisition de ce savoir, avez-vous encore quelque chose à ajouter au niveau de cette responsabilité des formateurs, cette responsabilité collective des formateurs? Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, pour ajouter, je vais juste vous lire une maxime. Maxime 15. Et permettez-moi de le dire. Votre maxime, la maxime 15 est tirée de quel document? Tirée de mon projet de paix en 100 maximes. La maxime 15 dit: transformer le devoir et la responsabilité en instrument de travail au quotidien font de nous, en tant qu'enseignants, font de nous, en tant que formés, font de nous, en tant que citoyens, agents de paix et du développement durable. Je veux tout simplement résumer pour dire que qu'on soit apprenant, ou qu'on soit formateur, ou qu'on soit un autre, pour désigner quiconque joue ce rôle-là à quelque part, il faut avoir en tête ses droits et ses devoirs, c'est-à-dire sa responsabilité. Et la responsabilité ici, c'est être redevable à l'humanité, jouer sa partition pour le bon devenir de l'humanité, s'occuper de l'autre comme on s'occupe de soi. C'est en cela que nous définissons le concept de responsabilité. Il ne faut pas qu'à un moment donné, qu'on se débarrasse de nos devoirs et qu'on se focalise sur nos droits, ou qu'à un moment donné, qu'on ait bien rempli nos devoirs et que nos droits ne soient pas au rendez-vous. Tout ça là, il faut que les deux situations marchent pour que chacun se sente mieux, pour que la société se sente mieux, pour que le monde se sente mieux, pour que l'humanité se sente mieux. Oui, quand vous parlez de formateurs, puisque vous êtes professeur titulaire à l'université, vous parlez de tous les formateurs dans l'ensemble, les menuisiers, les tâcherons, les cordonniers, ou exclusivement des professeurs dans les écoles et à l'université? Merci Condor Mangana. Vous avez bien fait de donner l'étendard que j'ai en tête, en idée, en utilisant le mot formateur. Formateur, je n'ai pas mis un grade devant, je n'ai pas mis le niveau dedans. Ça veut dire que être formateur, c'est celui-là qui a le devoir d'amener quelqu'un d'un point de départ vers un point d'arrivée dans le développement personnel de la personne, ou du moins dans le devenir de cette personne-là, tel que dit même nos mamans, nos parents ou nos grands-parents, ils ont été tous des formateurs. Formateurs à la maison, formateurs à l'école, formateurs à l'université, formateurs dans les ateliers. Donc, c'est un mot que j'ai pensé être commun pour ne laisser personne derrière, pour dire que chacun a sa partition à jouer dans le devenir de l'autre.
Chacun a sa partition à jouer dans le devenir de la société. Chacun a sa partition à jouer dans le devenir de la nation. Voilà ce que je comprends à travers le concept de formateur. Personne n'est laissé derrière. Oui, toujours avant de prendre le volet de l'apprenant, pour clore ce côté des formateurs, en tant que président de cette association qui veille pour que ce que vous dites soit fait et soit appliqué pour le bon devenir de l'humanité, qu'est-ce que vous avez à dire à vos adhérents, à tous les formateurs qui sont présents en train de vous écouter? Non, je remercie tous les adhérents, en tout cas tous les autres membres de l'association Paix Durable en Afrique. Nous insistons un peu sur l'Afrique parce que nous pensons que c'est notre maison. Nous insistons un peu sur nos pays parce que nous savons que nous sommes citoyens et chaque citoyen a un rôle à jouer en matière de paix, en matière de culture de la paix durable. Je les remercie. Je ne suis que le porte-parole ici. Tout ce que je dis a été fait. Tout ce que je dis a été réalisé par une équipe. Merci pour tous ces détails. Volet apprenant. Pour qu'on puisse parvenir à l'employabilité, l'apprenant, au moment de sa formation, quelle attitude doit-il adopter pour que de cette formation et de l'employabilité, la paix durable puisse être assurée? En notre temps, l'apprenant est un co-formateur. C'est-à-dire qu'il est apprenant, mais il n'est pas passif. On fait en sorte qu'il soit actif, qu'il aille vers la découverte, qu'il ait le courage d'oser, d'échouer, mais de se relever avec l'aide du formateur. Donc ce n'est pas un contexte dans lequel le formateur vient dire tout et s'en aller. Mais le formateur dit ce qu'il sait. Il attire celui-là qu'il est en train de former et il lui montre tout le processus de manière à ce que non seulement l'acquisition des savoirs ou le développement des compétences soit au rendez-vous, mais que lui aussi ait la capacité ou toutes les compétences nécessaires pour amener les autres en tant que futur formateur. Aujourd'hui, on est formé, demain, on devient formateur. C'est un peu bizarre si on se retrouve dans une situation où quelqu'un a été formé, mais il n'est pas capable de former les autres. Donc nous évitons tout ça dans ce que nous faisons. Il y a le savoir, il y a les compétences, mais est-ce que vous pouvez transmettre ces compétences? Vous qui avez appris, vous qui avez de l'expérience, en dehors de cette formation de base, est-ce que vous pouvez mieux transmettre ce qu'on vous a appris avec des erreurs d'approche ou avec des erreurs dans le contenu? Est-ce que vous pouvez le faire? Si vous pouvez le faire, c'est vrai, là, vous avez eu votre formation. Nous insistons un peu sur ce fait que, en principe, quand un étudiant réussit une unité d'enseignement, cette unité d'enseignement est devenue un enseignement que lui-même peut donner. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'a pas fait. Voilà. Président de l'association Paix Durable en Afrique, je le rappelle une fois encore, vous êtes un professeur titulaire. Dans l'attitude de l'apprenant, au moment de sa formation, vous avez sorti un mot, l'échec. Quand il trébuche et tombe, qu'est-ce qui est important pour un apprenant lorsque l'échec arrive? Comment doit-il se comporter pour que le chemin lui soit balisé et continue son travail d'apprendre? L'échec, c'est une occasion pour mieux apprendre. L'échec, c'est une occasion pour dire il y a des choses qui n'ont pas marché dans le processus de l'apprentissage. Peut-être que c'est l'apprenant qui n'a pas été attentif. Peut-être que celui-là qui forme a failli un peu quelque part. Et donc, il faut redéfinir la méthode. Il faut redéfinir les stratégies d'apprentissage pour mieux réussir. Pour réussir et donc dire que réussir ou échouer, pour nous, c'est des occasions où on apprend constamment. Lorsque un apprenant échoue, ce n'est pas la fin du monde. C'est là justement que nous sommes parfois étonnés qu'à des moments donnés, certains parents essayent de forcer la réussite de leurs enfants.
C'est comme réussir était une fin du monde. En poussant le Rubicon à la fin, ça pose problème. Parce que l'enfant n'a pas assimilé ce qu'il fallait assimiler, il n'a pas développé les compétences qu'il fallait développer, mais parce que ses camarades passent en classe supérieure, on voudrait que lui aussi suive, sinon c'est la honte pour la famille. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que, à la longue, l'enfant ne pourra jamais se retrouver. L'enfant n'a pas encore assimilé 1 plus 1. Et après, on lui demande de faire 2 plus 2. Ça pose un problème. Donc, Conteur Mangna, vous nous donnez l'occasion de dire qu'un enfant qui n'a pas réussi, il ne faut pas forcer la réussite. Un enfant qui n'a pas réussi, il ne faut pas négocier la réussite. Vouloir effacer son passé parce que ça vous salit. S'il échoue, vous êtes en train de mettre fin à sa brillante réussite en lui refusant la possibilité de reprendre et de se refaire. Nous savons que, en tout cas dans notre contexte là, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui échouent. Prenons l'exemple du bac, qui échouent au bac 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand ils traversent le bac et qu'ils arrivent à l'université, toute cette expérience accumulée avec tout ce qui a été comme programme, comme enseignant, avec... Quand ils arrivent, parfois, il y a des chemins déjà tracés pour eux et ils réussissent brillamment. Mais quand il réussit brillamment, on va lui compter le nombre d'échecs, on ne va plus lui compter le nombre d'échecs. Mais quand on force un enfant à réussir, à passer là où il a échoué, lamentablement, permettez-moi le mot, en forçant, c'est qu'à la fin, il n'aura même pas le temps de bouger. Et à un moment donné, l'enfant va même douter de lui-même. L'enfant va commencer par insulter tout le monde. L'enfant va même commencer par maudire, entre griffes, Dieu, tout comme s'il était créé différemment. Voilà là où nous amenons les gens. Et par rapport à la paix durable, ces enfants deviennent problème. Parce que quand ils vont voir les autres qui ont réussi, c'est comme ces gens-là qui ont été la cause de son échec dans la vie. Donc on forme l'homme pour la compétence, on forme l'homme aussi pour la vie. Oui, et président de la structure Paix durable en Afrique, lorsque les parents négocient la réussite de leurs apprenants, lorsque les parents non seulement négocient, des gens ont tendance même de vouloir acheter la réussite de leur enfant. Est-ce du bien ou du mal qu'on fait à l'apprenant? Non, c'est clair, c'est du mal qu'on fait à l'apprenant. Parce qu'au fait, le parent veut se donner satisfaction, au lieu de donner satisfaction à l'enfant et à son avenir. Au lieu de répondre aux exigences de l'avenir de l'enfant, donc on se donne satisfaction, on achète tout, etc. Et justement, si ça va jusqu'à acheter les diplômes, quand on achète les diplômes, est-ce qu'on achète les compétences? On n'achète pas les compétences. C'est ça qui fait que parfois, dans nos structures, nous avons des difficultés à travailler avec d'autres personnes parce qu'ils ne résistent pas, ils ne connaissent pas. Ils sont obligés, et quand on les pousse un peu à aller, ils ne se laissent plus parce que le temps d'apprentissage est passé. Ils ne sont plus conscients. Mais maintenant, ils deviennent du poison pour l'administration, pour le pays, pour l'humanité. Parce que eux aussi, à leur tour, ils auront des adhérents en matière de comportement. Et donc, ayant adopté ce comportement, on risque d'avoir carrément, je vais parler d'une pépinière, des gens qui sont nuisibles, j'allais dire, qui ne sont pas des vrais acteurs du développement. Acheter un diplôme ou forcer la réussite ne couronne pas celui pour qui on a acheté. Parce qu'on le positionne socialement, c'est vrai, mais le devenir des autres avec qui il travaille, il a même de la frustration. Parce que quelqu'un qui est moins gradé ou moins diplômé que lui va venir réaliser un travail devant lui et il est frustré. Il est parfois obligé d'appeler un autre, un plus petit, de venir faire le travail. Et là, vous savez comment ça se fait. Viens faire ça, viens faire ça. Oh, c'est justement parce qu'il ne peut rien faire qu'il est obligé, il devient esclave de son subordonné. Son subordonné, si son subordonné n'est pas là, lui-même ne peut rien faire. Est-ce que c'est ça le développement? Et si le développement n'est pas ça, comment la paix peut être ça? Ce n'est pas possible.
le développement durable à la paix durable. Si on n'est pas capable de réaliser ses devoirs, si on n'est pas capable de réaliser ses tâches et qu'il faut toujours compter sur les autres pour réaliser, c'est qu'on s'est soustrait de la contribution que la société attendait de nous. Bon, et là, c'est un peu dommage. Bon, toujours pour le profit de la paix durable dans notre société africaine, qu'est-ce que vous avez à dire aux futurs parents ou bien aux parents, futurs candidats à forcer la réussite de leurs enfants ou à acheter même la réussite de leurs enfants? Quel mot vous avez à dire avant qu'on ne passe à autre chose? Oui, la paix durable, si nous voulons la paix durable pour nous-mêmes, si nous voulons la paix durable pour nos enfants, il y a toujours des actes qu'il faut poser. Pour les enfants, acheter le diplôme, c'est leur créer l'enfer devant. Parce qu'ils vont buter devant. Pendant que les parents ne sont plus là pour être des compagnons, ils vont buter au mur. Et à ce niveau, justement, ils vont chercher des victimes. Ils vont chercher à accuser d'autres. Ils vont chercher à accuser la société. Voilà le contexte dans lequel, si nous ne savons pas jouer nos rôles avec nos enfants, avec nos petits frères, nos petites sœurs, nous risquons de transformer ce monde-là en un monde de folie. C'est ça, justement. Donc, pour les parents ou les futurs parents, ce qui est important, il faut regarder ou considérer la formation comme une occasion ou la base de l'employabilité, la base d'une paix durable, parce que nous parlons de paix durable. S'il y a compétence, s'il y a développement de compétences, les compétences sont recherchées, c'est qu'il y a employabilité. L'employabilité, puisque les compétences répondent à des exigences, à des carrières, à des activités. Celui-là qui est bien formé, qui a des compétences, va rentrer aisément dans la réalisation de sa mission, de ses activités, ou dans un contexte donné, il répond bien, il produit, il impacte la société, il impacte les relations. Dans ce contexte, considérer la formation comme un passage obligé, le développement de compétences comme un passage obligé pour l'employabilité. L'employabilité n'est que le couronnement d'une bonne formation. Les compétences étant développées, l'employabilité n'est que l'accomplissement. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Et un constat nous montre que l'Afrique fait partie des continents où la transformation de ses propres produits souffre. L'Afrique produit, mais exporte ses produits pour que ceux-ci soient transformés. Par rapport à ce domaine pratique de transformation de nos produits locaux, est-ce qu'on peut dire que la formation a certaines tâches, la formation a certains points noirs qu'il faut corriger pour que tout soit là, soit au rendez-vous? Bien, merci Condor Mangana. Vous posez cette question-là à un président de l'association Paix Durable en Afrique. C'est pourquoi je vous réponds. Merci beaucoup. La transformation, toutes les activités doivent être axées sur les besoins. Les formations doivent aussi tenir compte des besoins. Il faut arrimer les compétences développées ou à développer avec le marché du travail, avec les besoins de l'environnement, c'est-à-dire autour de nous, ou que ce soit dans notre pays, dans les pays environnants, en Afrique ou dans le monde. Mais une formation qui ne tient compte que de l'extérieur est une formation qui appauvrit le pays. Une formation qui ne considère que l'employabilité au plan international appauvrit le pays. Il faut d'abord commencer chez soi, développer les compétences pour répondre aux besoins de la population avant de projeter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais on ne peut pas être dans l'incapacité de faire des choses pour le pays et avoir les yeux seulement braqués sur l'extérieur. C'est comme Condor Mangana.
lutter à avoir une nationalité autre que la nôtre. Tout simplement parce que peut-être ça miroite bien là-bas. Si c'est le cas, ça pose un grand problème. Je suis ici, c'est chez moi. Si je dois développer, si je dois contribuer au développement, c'est d'abord le développement de mon pays. C'est là la citoyenneté, se sentir citoyen, c'est-à-dire se donner pour mission de contribuer au développement de son pays, à la stabilité de son pays, à la sécurité de son pays, au meilleur vivre ensemble des habitants, des co-citoyens. C'est tout ça là. Et ça, on n'a pas besoin d'être à la tête de l'État pour le faire. On n'a pas besoin d'être au milieu pour le faire. On n'a pas besoin d'être à la base, au plus bas niveau pour le faire. Sur toute la chaîne, nous avons des responsabilités. Donc, aucune responsabilité n'est imputable à l'autre sans que ça ne commence par soi. Je vais dire que nous sommes citoyens, nous avons des rôles à jouer. Si moi je ne peux rien faire, si j'ai les moyens, je mets les moyens pour qu'il y ait développement et en développant, sauver les autres parce qu'ils n'ont pas d'emploi alors qu'ils ont des compétences. Ou du moins, former des gens et donner la possibilité à ces gens-là de créer de l'emploi. En créant de l'emploi, ils créent de l'emploi pour soi, d'accord, mais en même temps, puisqu'ils emploient les autres bénéficieront de ce qu'ils font. Je pense que le développement, les formations, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut former et en même temps créer des conditions pour que la formation puisse avoir son impact sur la société, son impact sur l'humain, son impact autour. C'est d'ailleurs ça qui fait que l'histoire que l'on écrit à travers la vie, les actes de la vie, les faits de la vie restent. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus vivants, mais ils ont laissé des choses derrière et les gens vivent de ça. C'est ainsi que les noms ne sont jamais oubliés. Les autres vont garder pour soi, je ne sais pas à quel niveau est-ce qu'ils vont garder, mais à la fin, qui verra quoi? Comment quelqu'un peut t'aimer lorsque ta vie ne l'impacte pas? Comment quelqu'un peut t'aimer quand tu caches le trop-plein que tu as et que tu le vois souffrir? Et puisque tu le vois souffrir, tu t'enorgueillis parce que tu te dis que lui il est pauvre. Il est pauvre et toi tu es bien. Notre humanité, avec l'école de Francfort, dit qu'on doit être responsable. C'est-à-dire se dire au nom de l'humanité qu'on a le devoir de prendre en charge l'autre. Prendre en charge l'autre signifie soit qu'il faut former la personne qui n'a pas encore de compétences pour que cette personne puisse répondre au marché du travail, soit que de lui donner la possibilité de démarrer un emploi ou bien de créer une entreprise. Et je suis très fier par rapport à ce que je vois, puisque de plus en plus on voit les jeunes qui s'engagent et qui créent de l'emploi, etc. Mais il faut aussi que les conditions leur soient favorables pour que le peu de choses qu'ils trouvent ne disparaissent pas. Et ça, nous ne faisons que demander, ces plaidoyer auprès de ceux-là qui ont la possibilité d'aider ces jeunes-là, de manière à ce que le peu qu'ils ont là ne disparaisse pas et qu'ils se retrouvent maintenant dans le chômage. Oui, merci professeur pour ces explications très claires. Mais une autre question, formation, employabilité et développement. Oui. Quelle relation peut-il avoir entre les trois termes, formation, employabilité, développement? Oui, c'est une chaîne, une suite. Il faut être formé, bien formé, pour répondre aux conditions de l'employabilité. Répondre aux besoins de l'employabilité pour que, à travers tout ce que l'on fait comme travail, les tâches, les différentes tâches, qu'il y ait croissance. Et croissance, c'est un autre mot de développement. C'est-à-dire, si nous prenons notre temps et si nous mettons les moyens pour que la formation soit de qualité, nous développons des compétences chez des gens qui sont capables, une fois qu'ils sont employés, d'accélérer le processus de développement, de rendre le développement réel et non idéologique ou idéal. Les faits sont là. Le passage obligé pour le développement, pour la croissance, pour la paix durable, c'est la formation. Une bonne formation. Et quand on parle de bonne formation aujourd'hui, l'université va parler d'enseigner autrement. C'est-à-dire
Quand on dit enseigner autrement, dans le contexte universitaire, ce n'est pas remplacer le tableau noir par le tableau blanc. Mais c'est de planifier, de faire en sorte que l'apprenant soit conscient de ce qu'il doit apprendre et pourquoi il doit apprendre ce qu'il doit apprendre, qu'est-ce qu'il peut devenir en apprenant ce qu'il apprend et qu'il aime ce qu'il veut devenir et en aimant ce qu'il veut devenir, tirer son pays vers le haut, tirer sa société vers le haut, tirer son université vers le haut. Voilà le contexte dans lequel il est important d'insister sur la formation. La formation, il n'y a pas de prix pour la formation. Mais généralement, on se rend compte qu'à des niveaux donnés, parfois on se dit que mais là, ça ne produit pas. Il n'y a pas une monnaie trébuchante, l'argent n'est pas au rendez-vous, on ne tourne. Mais c'est un problème. Et nous tous, nous le savons. Je suis ici, c'est que quelqu'un m'a formé. Ce n'est pas parce que je change de secteur que je vais oublier que ce que j'ai appris, c'est ça qui me permet de changer de secteur et d'oublier le rôle de cet enseignant-là. Oublier le rôle de celui-là qui a fait de moi ce que je suis devenu. Maintenant, je parle peut-être gros français, mais il a fallu un petit français. Qu'on m'apprenne un petit français, qu'on m'apprenne à écrire IOA, avant que je ne sache écrire toute une phrase, que je ne sache développer des paragraphes, je ne sache écrire des thèses, etc. C'est ça la formation. Et quand on parle de formation, tout le monde est responsable dans la qualité de la formation. L'État peut recruter un enseignant, mais l'État n'est pas dans la salle pour suivre l'enseignant. Il appartient à l'enseignant de savoir qu'il est là pour jouer un rôle, que l'État lui a légué un pouvoir de prendre en charge des enfants, de prendre en charge des étudiants. Et en prenant en charge ces étudiants, l'État lui reconnaît un droit, le peu de moyens possibles pour qu'il puisse vivre, qu'il puisse se sentir à l'aise et qu'il puisse aussi acheter ce qu'il faut acheter pour mieux répondre à ses besoins de pédagogie, etc. Dans ce contexte, ce que nous disons, ça c'est enseigner autrement. Par exemple, de se dire, je suis enseignant. Si l'avenir de ce que j'enseigne ne dépendait que de ma matière, la seule matière, or il y en a beaucoup, on va faire juste l'exercice pour quelques matières. Si l'avenir de ce que j'apprends ne dépend que de ma matière, qu'est-ce que je pense qu'ils vont devenir? Enseigner, donner le savoir, d'accord, ou développer le savoir, développer les compétences, mais en insistant sur ce que l'apprenant peut faire demain, et en lui demandant à lui, aujourd'hui c'est ce que je sais que tu pourras faire, mais avec le temps, les choses évoluent, ne te limite pas à ça parce que le temps changeant, ça pourrait être utilisé dans d'autres contextes. Donc, je te donne maintenant le flambeau de continuer la réflexion pour trouver toi-même ce que tu peux faire d'autre que moi je n'ai pas pu identifier avec mon niveau ou avec le niveau de développement actuel. L'autre aspect, enseigner autrement, c'est amener l'apprenant à comprendre qu'on enseigne aujourd'hui pour régler les problèmes d'aujourd'hui, d'accord, mais aussi, surtout, pour régler les problèmes de demain. Les problèmes ne sont pas prédéfinis, mais le savoir, le développement, la pensée, la créativité, tout ça, c'est des éléments de base qui nous suivent. Je sais réfléchir, on a ouvert mon esprit, je réfléchis, j'analyse, je fais ceci. C'est ce que j'ai qui ne peut pas disparaître, ça. Et il faut toujours constamment le faire. Et il faut aimer qu'il y ait des gens qui réfléchissent. S'il n'y a pas de gens pour réfléchir, le pays va avoir des problèmes. Il faut des gens qui réfléchissent sur ce qui est, mais surtout qui anticipent et qui attirent l'attention en tout cas la sonnette d'alarme, sur ce qui pourrait éventuellement arriver. Et il est mieux qu'on prévienne de ce qui arrive que d'attendre et de se mettre à courir dans tous les sens. Quand on voit, par exemple, les nuages, on sait qu'il va pleuvoir. On ne va pas attendre qu'il pleuve avant de se mettre à ramasser les choses. C'est aussi pareil qu'en matière de formation. Donc, on est formé, il faut former les gens, bien former les gens. C'est-à-dire que dans le contexte, enseigner autrement. Enseigner autrement, c'est dans le temps. C'est-à-dire que constamment, aujourd'hui,
En 2000, on nous parlait de 2008, 2000, avec LMD, il faut enseigner autrement. Mais le LMD est continu. Mais il y a aussi d'autres paramètres qui font que enseigner autrement de 2008 n'est pas enseigné autrement d'aujourd'hui. Donc, c'est un concept. Merci beaucoup, professeur. Toujours au profit de la paix durable et au profit aussi du développement. Quelle réponse pouvez-nous donner quand on veut lier la non-formation, la malformation, l'ignorance, l'employabilité et paix durable? Oui, l'ignorance, je l'avais dit une fois, en tout cas, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Vous savez, parfois on n'a pas la compétence pour exercer un métier. Mais on dit, on veut exercer ce métier-là. Vous savez, j'ai une fois rencontré un jeune Togolais qui me dit, mais il cherche du travail. Je dis, bon, qu'est-ce que vous avez comme connaissance, je n'ai pas parlé de compétences, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il dit non, bon, n'importe quoi, lui, il peut faire. Il va faire. Je dis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, il dit non, qu'il voudrait travailler à Togo Télécom. Mais pourquoi vous voulez travailler à Télécom? Qu'on paye bien. En ce moment-là, c'était aussi bien par rapport aux autres secteurs. Voyez-vous, pour lui, c'est d'aller rester là-bas pour qu'à la fin du mois, qu'il reçoive le gros salaire. Donc, il n'a pas su que quand on va, il y a des travaux, il y a des trucs, il y a des compétences, et c'est au vu de ces compétences qu'on paye celui-là qui est recruté là-bas. Vous voyez, c'est l'ignorance, ça. Et il y a d'autres, il voit quelqu'un qui a réussi sa vie, il dit, mais j'ai la même taille que lui. Mais après tout, moi aussi, il a peut-être une femme, mais moi aussi j'ai une femme, il a un enfant, j'ai un enfant. Mais pourquoi lui, il doit avoir la voiture, il doit avoir ceci, alors que moi, je n'en ai pas? Il ne pense pas à comment la personne est arrivée là où il est arrivé. Lui, il n'a pas fréquenté beaucoup. Et il n'a rien appris. Pour lui, toute cette souffrance de départ jusqu'à l'arrivée est ignorée. Et on ne regarde que l'arrivée. C'est l'ignorance, ça. Et l'ignorance tue. L'ignorance fait parfois qu'on est très jaloux. On est très jaloux. Parfois, on dit, mais l'autre là, c'est quoi? Il est quoi par rapport à moi? Non. Dis, qu'est-ce qu'il a pu faire que je n'ai pas pu faire? Et commencer là-bas. Et tu vas aussi arriver. Donc, voilà le contexte dans lequel je dis l'ignorance tue. Le développement n'est possible que lorsque l'on a les compétences et lorsque l'on a le courage d'entreprendre, le courage de se projeter. Les gens sont là, ils ont le diplôme, mais ils n'essayent rien. Ils ne veulent pas prendre de risques. Je pense que par rapport à cette situation d'ignorance ou la malformation, quand on est mal formé, c'est pourquoi il faut sanctionner ceux qui trichent. Parce que ceux qui trichent, c'est ceux qui volent. Si on triche déjà au niveau de l'apprentissage, c'est que dans la vie, on ne pourra pas être contrôlé. Donc, à ce niveau-là, il faut faire extrêmement attention. C'est vous trichez pour avoir le diplôme. C'est comme quelqu'un se débrouille pour acheter aussi le diplôme. La malformation peut être responsable de l'échec ou peut être responsable de la mort de beaucoup. Supposez par exemple que je sois un médecin et que je ne sache pas comment il faut opérer et que je commence par opérer. Vous comprenez le danger qu'il y a. Et c'est juste un exemple pour essayer de donner une idée du reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, quelle est la responsabilité collective et individuelle en matière de formation? En matière de formation, la responsabilité collective, c'est comment planifier la société. Comment concevoir un programme, comment définir les objectifs du programme et finalement établir clairement les métiers qui sont liés à cette formation-là. Ça, c'est une responsabilité collective. Mais la responsabilité collective voudrait aussi qu'il y ait un environnement pour l'apprentissage et que cet environnement soit propice pour l'apprentissage.
c'est la responsabilité collective. Qu'il faut rendre l'environnement propice, qu'il faut réunir tout ce qu'il faut comme matériel, mais aussi comme outil pour le travail. C'est une responsabilité collective. Elle est responsabilité individuelle. Individuelle selon les formateurs. Pour un formateur, sa responsabilité est de ne rien cacher de ce qui peut être utile à l'apprenant à la fin de la formation. Et le dernier volet de cette émission va concerner l'employabilité et paix durable. Relation peut-on établir entre l'employabilité et la paix durable? Quand on trouve de l'emploi, on est dans la sécurité alimentaire, par exemple. Quand on trouve de l'emploi, on a une dignité parce que ne dépendant pas de qui que ce soit. Quand on trouve de l'emploi, on a le courage, on est motivé. Et une fois qu'on est motivé, on est équilibré, on crée. Et les relations avec les autres ne sont plus tendues. Donc il y a cette dignité-là. Et il y a aussi le fait de se sentir utile. Parce que tout le service que l'on rend, quand les gens arrivent et qu'on sait qu'il y a tel travail à faire et que vous rendez ce service et vous savez que vous l'avez tellement bien rendu, il y a une joie qui n'a pas de... qui dépasse tout. Et que les gens vous reviennent, sont très satisfaits de ce que vous avez fait au vu de l'impact ou de ce qu'ils ont pu avoir sur la base de ce que vous leur avez rendu comme service. Ça, c'est comme ça que la paix est au rendez-vous. Parce que la paix a un nom, selon les contextes, selon les régions. Donc ici, la paix, c'est la joie exprimée. C'est la satisfaction. C'est le fait de se sentir heureux, fier, aimé. Lorsque quelqu'un trouve du boulot, c'est la paix qui gagne. Lorsque quelqu'un trouve du travail qui dure dans le temps, c'est la paix durable qui gagne. Lorsque quelqu'un se retrouve dans un environnement où il est fier parce qu'il est la cause de plusieurs emplois donnés aux autres, c'est la paix qui gagne. Merci beaucoup. Au lieu de employabilité et paix durable, répondez clairement à cette question, chômage et paix durable. Le chômage n'est pas compatible avec la paix durable. Le chômage, c'est l'ennemi de la paix durable. Parce que lorsqu'on est dans le chômage, lorsqu'on n'a rien sous la main, lorsque toute la sécurité sous des formes que je viens de citer n'est pas là, c'est la non-paix que l'on vit. Et quand on parle de non-paix, je ne voudrais pas désigner les choses. Les gens se comportent d'une manière bizarre. Les gens ont des attitudes bizarres. Les gens perdent leur humanité. Et perdre son humanité, vous comprenez ce que je voudrais dire. Les actes que les gens posent ici et là sortent de l'ordinaire. C'est pourquoi justement, il faut apprécier les gouvernants quand ils pensent à l'emploi, à la création d'emplois. Et il faut que les emplois créés soient connus et que ça puisse aussi impacter les formations. Bientôt, nous allons devoir rendre l'antenne à la régie pour la suite des programmes de la télévision togolaise. Mais avant d'y arriver, ceux qui se battent jour et nuit pour offrir de l'emploi aux formés, aux compétents, aux chercheurs d'emploi, je nomme les entrepreneurs, certainement que pour le compte de la paix durable dont vous êtes le président africain, vous avez un mot à leur endroit par rapport à leur dynamisme, par rapport à tous les efforts qu'ils font pour créer et mettre à la disposition des jeunes formés, des apprenants de l'emploi, j'ai nommé les entrepreneurs.
Merci Condor Bangana. C'est une gratitude vis-à-vis des entrepreneurs. Je voudrais tout simplement dire que grâce à leur entreprise, les familles vivent bien à la maison. Je voudrais dire, grâce à leur entreprise, les gens vivent. Parce que n'oublions pas qu'il y a des cas de suicide. Ouais. Parce qu'on n'a pas été capable de fournir le minimum vital à la maison. Et on a honte de faire face à cette réalité. C'est au vu de ça que je dis, c'est une gratitude vis-à-vis des entrepreneurs. Et pour moi, il faut les soutenir pour qu'ils fassent bien déjà et qu'ils continuent de faire ce qu'ils font déjà aujourd'hui. Tous les entrepreneurs, tout ce qu'ils ont pu faire, ils ne peuvent pas imaginer comment ils ont pu sauver beaucoup de vies. Mais eux aussi, ils ont aidé au développement de la nation, puisque l'État ne peut pas tout faire. Les entrepreneurs étant là, il y a certains qui sont employés dans ces entreprises-là. Il y a d'autres que l'État peut aussi utiliser et l'État le fait. C'est d'ailleurs les entrepreneurs qui permettent d'absorber le chômage. Et quelle que soit leur catégorie, je pense qu'ils méritent vraiment d'être félicités, d'être remerciés. Parce que une fois qu'il y a la satisfaction au plan matériel, la paix a gagné, la paix gagne. Lorsqu'il y a satisfaction morale, parce que on est fatigué de rester à la maison, on est sorti de la maison, on est revenu et à la maison on dit mais bonne arrivée à celle-là ou à celui-là qui a l'habitude de rester à la maison, qui devenait la risée des autres. Quand déjà cette satisfaction morale est au rendez-vous parce qu'on a trouvé de l'emploi, il faut dire merci à l'employeur. En employant des gens, on leur permet de s'occuper de beaucoup d'autres. Merci, professeur Atafei. Notre réalisateur du jour, Kolani, est en train de nous faire déjà des signes que le temps de lui céder son antenne pour continuer son travail d'aujourd'hui est déjà arrivé. Vous avez certainement un dernier mot à nous dire avant de nous dire au revoir, monsieur Atafei Poésie. Merci beaucoup, Condor Bangana, pour cette occasion. Je remercie tous ceux qui sont dans l'ombre et qui travaillent pour que nous on soit à l'écran ici. Je vais parler des techniciens, je ne les connais pas, mais vous les avez cités. Je remercie aussi les téléspectateurs qui nous suivent et qui, de par leurs observations, leurs commentaires, permettent à l'émission d'évoluer. Je vous remercie à vous, Condor Bangana. Voilà, chers téléspectateurs, c'est fini pour aujourd'hui. Avec professeur Atafei, nous avons parlé de la formation, de l'employabilité et de la paix durable. Chers techniciens, merci pour votre collaboration, laquelle collaboration permet chaque semaine à la Tribune togolaise de mettre sur antenne l'émission ID. Une fois encore, merci. Chers téléspectateurs, c'est fini pour aujourd'hui. Je sais compter sur vous que la semaine prochaine, vous serez toujours nombreux pour suivre un nouveau numéro de cette émission ID. Mais avant la semaine prochaine, moi je vous dis au revoir.